C'est une question qu'on ne se pose presque jamais, pourtant c'est quand même un document très important, la loi de finances. C'est l'acte à travers lequel le Parlement, qui est constitué des députés, qui eux-mêmes ont techniquement été votés par nous, vous et moi, qui autorise le gouvernement à prélever un certain nombre de ressources financières dans le cadre de nos activités, ou alors à récupérer de l'argent qui est lié à des ressources naturelles qui nous appartiennent mais que le gouvernement gère. Et avec cet argent, le gouvernement va engager un certain nombre de dépenses qui ont trait à des choses qui défendent directement ou indirectement nos intérêts. La loi de finances connaît trois principales variantes, c'est-à-dire qu'il y a déjà la loi de finances initiale. Chaque année, le gouvernement propose un ensemble de ressources financières dont il a besoin et des dépenses qu'il compte effectuer dans le cadre d'une année. Et le Parlement, via les députés que nous avons votés, décide de lui dire « Ok, tu peux y aller ». Et c'est la loi de finances initiale. Mais au cours d'une année, on peut avoir une situation exceptionnelle, comme par exemple des inondations, une sécheresse, un incendie, et le gouvernement a besoin de plus de ressources. Donc au cours d'une session parlementaire, soit ordinaire, soit extraordinaire, il demande de ressources additionnelles. Et là, on parlera de loi des finances rectificative. Mais à la fin, lorsqu'on a fini de dépenser, il faut bien qu'on comprenne très bien ce qui s'est passé, combien d'argent vous avez collecté finalement, combien avez-vous dépensé, et ça, c'est ce qu'on appelle la loi de finances de règlement. Et les trois composantes de la loi de finances permettent à ceux qui font le suivi du budget, aux investisseurs et aux différents analystes et économistes de pouvoir valablement faire des projections dans le cadre de leurs activités respectives. La loi de finances est très importante parce qu'elle est la manifestation la plus claire actuellement de ce qu'on appelle le principe du consentement à l'impôt. Ça, il faut que je vous le dise. L'État n'a pas à venir prélever des impôts sur vous sans demander votre avis. C'est d'ailleurs pour ça que pour pouvoir prélever des recettes fiscales, il y a une loi qui encadre tout cela. Donc, vous savez, parfois chez nous, on oublie que on doit demander l'avis du citoyen avant de prélever l'impôt sur son activité, sur sa consommation et tout le reste. On se dit, bon, ok, comme ça a été voté, on peut envoyer des policiers venir prendre l'argent chez vous de force. Mais non, il faut que vous soyez consentant à payer un impôt et surtout que vous soyez consentant à la dépense qui va en être faite. Lorsqu'on a débuté avec le consentement à l'impôt, vous savez, c'était au Moyen-Âge, à l'époque, il fallait à tout prix donner de l'argent au roi et tout ça, qui disait qu'il allait faire des guerres pour leur population. Mais en Angleterre, les barons ont commencé à dire, notamment au roi Jean Santerre, que écoute, tu veux qu'on te donne de l'argent, tu nous dis comment est-ce que tu vas le dépenser et en quoi ces dépenses seront utiles pour nous. Je pense que d'évolution en évolution, ça a créé un cadre complet de ce qu'on appelle la finance publique et aujourd'hui, il y a la loi de finances et tous les aspects de la loi de finances doivent être contrôlés par nous parce que même quand l'État dit oui, d'accord, je n'ai pas pris l'argent chez vous, mais j'ai pris ça en empruntant auprès des banques, auprès des bailleurs étrangers, au final, c'est avec vos impôts qu'il va rembourser cet argent. Donc c'est pour ça que la loi des finances est un élément très important qui doit être partagé non seulement entre les investisseurs, les économistes, mais aussi ceux qui légitimement peut-être veulent accéder au pouvoir et qui peuvent proposer des meilleurs cadres de collecte de l'impôt et des dépenses au profit des populations.